Alors à présent, on va parler des formules de Taylor. Alors avant de vous parler des formules et des séries de Taylor, il faut que je vous parle des séries de Maclaurin. Mais avant de vous parler des séries de Maclaurin, il faut que je vous dise comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces séries de Maclaurin. Et surtout, l'une des idées majeures qu'il y a derrière tout ça. Alors vous l'aurez sans doute remarqué, en analyse, ce qu'on préfère comme type de fonction, ce sont quand même les polynômes. Ce sont vraiment les fonctions polynomiales qui sont les fonctions les plus faciles à étudier. Donc voilà, cette fonction, il n'y a aucun problème, on sait très bien l'étudier, on sait très bien la dériver, vraiment aucun problème. Mais on peut très bien prendre aussi des puissances de x beaucoup plus grandes. Par exemple, cette fonction g, c'est aussi une fonction polynomiale, et on sait la dériver, vraiment, on sait quand même faire beaucoup de choses avec cette fonction. Vraiment, nous, en analyse, on aime les fonctions polynomiales. Ce sont d'ailleurs les fonctions qu'on étudie dès le collège. Alors vous me direz, non, non, nous au collège, on étudie simplement les fonctions affines, par exemple f de x égale 3x moins 7, donc en enlevant le x carré qui est ici, mais je vous ferai remarquer que ça, c'est bien un polynôme aussi, hein. C'est un polynôme de degré 1, enfin c'est une fonction polynomiale de degré 1. Bon, donc c'est aussi un polynôme. Et vraiment, ce sont les fonctions les plus simples à définir, à étudier, etc. Vraiment, on adore. Mais le truc, c'est que dans le monde des fonctions, il n'y a pas que des fonctions polynomiales. Il y a plein d'autres fonctions. Par exemple, il y a la fonction exponentielle, il y a la fonction sinus, il y a cette fonction-là aussi, hein. Celle-là aussi, elle existe au passage, elle n'est pas du tout polynomiale, hein. Il faut nécessairement que les puissances de x soient au numérateur, jamais au dénominateur. Ça n'est pas polynomial, hein. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Et bien évidemment, il y a des mélanges entre toutes ces fonctions. On peut très bien avoir exponentielle de x, moins ce truc-là, plus ce machin, moins sinus de x. On peut vraiment avoir toutes les fonctions qu'on veut, hein. Et si jamais on fait un gloubi-boulga de fonctions, bah, à la fin, on se retrouve face à des choses qu'apparemment, on ne sait pas du tout étudier. Enfin, c'est très compliqué d'étudier ces choses-là. Par exemple, si vous tombez sur une fonction qui ressemble à ça graphiquement, bah là, vous vous dites, oula, peut-être qu'il y a du cosinus, de l'exponentiel, etc. Enfin, on se dit, il y a beaucoup de choses là-dedans, et on ne sait apparemment pas du tout étudier ce truc-là. Ou du moins, ce serait extrêmement compliqué de l'étudier. Et bien, c'est pas la seule, mais l'une des idées fondamentales qu'il y a derrière les formules de Taylor, c'est de se dire que toutes les fonctions, du moment qu'elles sont C infini, on dira Cn et Cn plus 1 sur leur domaine de définition, c'est-à-dire qu'elles sont dérivables n fois, voire n plus une fois, et qu'à chaque fois toutes les dérivées sont continues, bon ok. En tout cas, si on respecte bien ce critère de dérivabilité et de continuité, eh bien, toutes ces fonctions-là, on va essayer de les écrire comme des polynômes. Alors, ça paraît complètement invraisemblable, parce qu'on se dit, oula, attends, on est en train de dire que l'exponentielle, là, c'est un polynôme? Mais n'importe quoi, la fonction exponentielle, ça n'a rien à voir avec un polynôme. C'est vrai, quoi. La fonction exponentielle, elle ressemble à ça. C'est pas du tout un polynôme, ce machin. Et puis pareil pour sinus, la fonction sinus, bah, c'est pas du tout un polynôme, ce truc-là. La fonction sinus, ça ressemble à ça. Ça n'est absolument pas, apparemment, une fonction polynomiale, ce truc-là, hein. Et pourtant, intervient ici le génie d'un mathématicien écossais, Colin Maclaurin, qui reprend les formules de Taylor, dont on parlera juste après, et qui va bien montrer qu'en fait, la fonction exponentielle de x et la fonction sinus de x, par exemple, mais en fait n'importe quelle autre fonction, hein, peut tout à fait s'écrire comme un polynôme. Alors, on va voir comment ça se passe, cette histoire. On va prendre deux exemples, la fonction exponentielle et la fonction sinus. Alors, c'est parti pour la fonction exponentielle. Nous, ce qu'on va dire, c'est que la fonction exponentielle, ok, d'accord, ça n'est pas un polynôme, mais on va faire comme si la fonction exponentielle pouvait s'écrire effectivement comme un polynôme. Mais un polynôme dont apparemment on ne connaît pas le degré. Alors on va voir, on va admettre qu'effectivement il y a peut-être éventuellement un polynôme, mais si c'est un polynôme, il va falloir qu'on en détermine au minimum quand même les coefficients. Alors on va voir. Alors là, c'est parti, on dit que la fonction exponentielle de x est égale à tout ce truc-là, et là on met 3 petits points parce que on ne sait pas quel est le degré de ce polynôme. Mais nous, on fait le pari que cette égalité, ça va fonctionner. Mais bien sûr, là, dans ce polynôme, qu'est-ce qui va nous intéresser, comme on le disait? Ce sont les coefficients de ce polynôme. C'est-à-dire, en fait, A, B, C, D, E, F, G, etc. Tous les coefficients qu'on a juste ici. C'est eux qu'on va chercher. Voilà, c'est eux qu'on veut. Et comment est-ce qu'on va faire pour aller les trouver, ceux-là? Et bien là, on va les déterminer un par un avec une technique très simple. C'est l'évaluation 0 et la dérivation. Et c'est entre autres pour ça qu'on aura besoin du caractère Cn ou C infini des fonctions considérées. On y reviendra là-dessus. Et nous allons commencer par notre premier coefficient qui est A. Comment est-ce qu'on peut faire pour le déterminer? Et bien là, si l'égalité qui est ici est vraie, on va admettre qu'elle est vraie, c'est-à-dire qu'elle est vraie peu importe la valeur du réel x qui est là, qu'on retrouve ici, là, x carré, x puissance 3, x puissance 4, etc. etc. Et en particulier, c'est vrai lorsque x prend la valeur de 0. Et oui, il n'y a pas de problème, puisque ça c'est vrai pour tout x qui appartient à R, apparemment. Voilà, l'égalité qui est ici est vraie peu importe la valeur du réel x,
on va évaluer tout ça lorsque x prend la valeur de 0. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, tous les x qui sont ici deviennent des 0. L'exponentielle de x devient exponentielle de 0, le a ne bouge pas, mais après, tous les termes qui sont ici vont nécessairement s'annuler. Et oui, parce que là, on a b fois x, mais x prend la valeur de 0 ici, donc on va avoir b fois 0. Le c fois x carré devient c fois 0 carré, donc ça va faire aussi 0, etc., etc. Et en fait, tous les termes qui sont après a seront tous égaux à 0. Voilà, tout cela, ils disparaissent. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste a qui est égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. On va le mettre ici. Et donc c'est super, on a déterminé le premier coefficient qui est juste là. Alors maintenant, on va effacer toute cette ligne. Voilà, et là, on peut remplacer le a qui est ici par 1. Voilà, on a notre premier coefficient. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour avoir b? Là, le problème, c'est que si on évalue encore une fois en 0, ça ne va pas fonctionner. On aura simplement exponentielle de 0 égale 1. Et bien là, l'astuce, c'est que, étant donné qu'on a pris une fonction qui est c infini sur r, c'est-à-dire qu'elle est dérivable de façon infinie et que toutes ces dérivées successives sont continues sur r, pas de problème, et bien on va tout à fait pouvoir dériver l'égalité qui est ici. Alors c'est parti, on va faire la dérivation. Qu'est-ce que ça va donner? Alors à gauche, on va avoir la dérivée de exponentielle de x, mais la dérivée de exponentielle de x, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de x encore une fois. Voilà, par définition de la fonction exponentielle, sa dérivée est égale à elle-même. Mais alors de l'autre côté, il va se passer quelque chose de très intéressant. Parce que là, le 1 qui est ici, donc notre ancien a, va se faire virer nécessairement, c'est une constante. Donc lui, il s'en va, mais là, on a b fois x. Qu'est-ce que c'est la dérivée de b fois x? Mais c'est b, nécessairement. Alors voilà, le 1 en dérivée, ça donne 0, le b fois x en dérivée, ça donne b. Mais là, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir c qui est une constante multiplicative de x carré. Quand on dérive x carré, ça nous fait 2x. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, d fois x au cube, qu'est-ce que ça va faire? Si on dérive, ça fait 3x carré, le x au cube. Voilà, on va tomber là-dessus. Et puis ensuite, là, on avait du x puissance 4. Quand on dérive le x puissance 4, ça fait 4x cube, etc., etc. Alors le 0 qui est ici, on peut très bien s'en passer. Et bien là, ce qu'on peut remarquer, c'est que exactement comme précédemment, cette égalité est vraie, peu importe la valeur de x qu'on prend dans R. Et donc c'est encore vrai lorsque x prend la valeur de 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois évaluer tout ça en 0. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir exponentielle de 0, ça va faire 1. Là, on va voir c fois 2 fois 0, ça va faire 0. Pareil ici, etc. Puisque après, on aura nécessairement des x à une certaine puissance. Donc il n'y a pas de problème, ça va bien faire 0, ok? Et donc finalement, lorsque x prend la valeur de 0, on trouve bien que exponentielle de 0 est égale à b. Et donc ça veut dire que b, exactement comme a, ça fait 1. Voilà, comme ceci. Voilà, super. Et qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer c, d, e, f, g, etc. Mais on va continuer exactement la même logique, mais non pas en partant de cette égalité, mais en repartant de celle-ci. Pourquoi? Parce que cette égalité, elle est vraie pour tout x qui appartient à R, et on peut très bien, encore une fois, la dériver. D'abord à gauche, on a la fonction exponentielle qu'on dérive, ça fait la fonction exponentielle. Donc on peut enlever ça. Et ensuite à droite, la dérivée de b, b c'est une constante, ça vire. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va avoir c fois 2x. La dérivée de c fois 2x, en fait c'est 2c, ou c fois 2 si vous voulez. Mais après, qu'est-ce qu'on a? On a d fois 3x carré. Mais d fois 3x carré, quand on le dérive, ça va faire quoi? Ça va faire d fois 3 fois, et là la dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc en fait, on va se retrouver face à d fois 3 fois 2 fois x. Voilà, comme ceci. Et puis après, dans les pointillés, qu'est-ce qu'on va avoir? Nécessairement, on aura e fois 4 fois 3 fois x au carré. En suivant la même logique, c'est totalement normal, parce que ici, on avait e fois x puissance 4. Si vous le dérivez, vous allez tomber sur e fois 4 fois x au cube. Si vous redérivez encore ce truc-là, vous allez tomber sur e fois 4 fois 3 fois x au carré. Et c'est totalement logique qu'après x, ici, vous ayez du x au carré, et encore après, vous avez du x au cube, etc., etc. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose qu'avant. On va évaluer partout en 0. Et oui, pourquoi? Mais parce que là, on va avoir exponentielle de 0, ça fait 1. Là, on aura c fois 2. Là, ce truc-là va s'annuler nécessairement parce qu'ici, on a un x qui est en facteur. Et lorsque x prend la valeur de 0 par contamination multiplicative, tout ça, ça va s'annuler. Mais après, dans les pointillés, c'est pareil, parce que vous allez avoir du x au carré, du x au cube, etc., etc. Donc, si jamais on évalue cette égalité pour x prend la valeur de 0, tout ce qui est après le c fois 2, là, ça va virer aussi. Et donc voilà, lorsque x prend la valeur de 0, exponentielle de 0, ça fait c fois 2. Exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà, et nous, ce qu'on cherche évidemment, c'est la valeur de c. Il suffit simplement de diviser par 2 des deux côtés, et on trouve que c est égal à 1,5. Voilà, c'est bon, on l'a bien ici. On va le reporter aussi là-dedans. Et voilà, et on va faire le dernier pour d, pour bien comprendre ce qui va se passer au niveau du motif, en adoptant évidemment exactement la même logique que précédemment. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à l'égalité qui est ici, qu'on a évaluée en 0 pour déterminer c.
Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'égalité qui est là et encore une fois la dérivée et encore une fois évaluer en 0. Alors c'est parti, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. C fois 2, la dérivée, ça fait 0, ça s'en va. Et puis ensuite, la dérivée de ce truc-là, bah, c'est simplement d fois 3 fois 2, puisque la dérivée de x, ça fait 1. Donc on va tomber là-dessus. Alors là, j'ai rajouté ce qu'il y avait dans les pointillés ici, puisque bah, on n'a qu'un seul terme sinon. C'est e fois tout ce truc-là. Alors le e n'a rien à voir avec l'exponentielle qui est ici, hein, c'est simplement la lettre qu'il y a après le d. Donc là, on a e fois 4 fois 3 fois 2 fois x, nécessairement, parce qu'ici, on avait du x puissance 4, dérivé une fois, deux fois, trois fois. Donc on a eu un 4 qui a été recraché, un 3 et un 2. Après, bien évidemment, dans les pointillés, on va avoir du x carré, du x au cube, etc. Et donc encore une fois, on va tout évaluer lorsque x prend la valeur de 0. Et donc on tombe là-dessus, puisque tout ce qui est après le d fois 3 fois 2, ça s'annule. Or, exponentielle de 0, ça fait 1, 3 fois 2, ça fait 6. On divise par 6 des deux côtés, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que d est égal à 1 sixième. Et voilà, et là aussi d'ailleurs. Et bien évidemment, si on continuait encore et encore cette même logique, en continuant de dériver et en évaluant en 0, etc., eh ben on pourrait tout à fait déterminer tous les coefficients qu'il y a après devant x puissance 4, devant x puissance 5, devant x puissance 6, etc., etc. Et ça, mais en fait, jusqu'à plus l'infini, en fait, parce que là, ça ne s'arrêtera jamais, puisqu'on pourra toujours dériver la fonction exponentielle. Parce qu'à chaque fois, on pourra redériver, réévaluer en 0, etc., etc. Alors, on va certainement pas le démontrer ici, hein, mais au moins, on comprend la logique. Mais ce qui est peut-être plus intéressant ici, c'est se demander, est-ce qu'on ne serait pas capable, juste comme ça, en réfléchissant un petit peu, de déterminer systématiquement tous les coefficients qu'il va y avoir devant x puissance 4, devant x puissance 5, devant x puissance 6, etc., etc. Parce que là, on a fait le calcul terme par terme, parce qu'on est dans l'introduction, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver le truc? Bah si, il y a un moyen. Alors regardons comment est-ce qu'on a fait pour déterminer le 1 sixième, l'ancien petit d. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait tout ce truc-là, avec ici petit d à la place. Voilà, nous, à l'origine, on ne connaissait pas petit d. On a dérivé une première fois, et qu'est-ce qui s'est passé lors de la dérivation? Bah, le x puissance 3 qui est ici nous a recraché devant un 3. Et ensuite, on a redérivé ce truc-là, et le x au carré nous a recraché devant un 2. Et ensuite, lorsqu'on a dérivé tout ce truc-là, le x qui est ici bah, a disparu entre guillemets, mais enfin il faudrait plutôt dire, ça nous a recraché un 1, puisqu'en réalité, la dérivée de x puissance 1, c'est 1, c'est ça le truc. Et donc là, du coup, on se retrouve face à quoi? À d fois 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1, à quoi ça nous fait penser? Mais en fait, c'est factoriel 3. Et c'est totalement logique que ce soit factoriel 3, puisque ça vient du recrachage systématique des puissances de x. Le x puissance 3 qui est là nous recrache un 3, et ensuite on recrache un 2, bah nécessairement qu'à la fin, on va se retrouver avec du 3 fois 2. Et 3 fois 2 fois 1, il faudrait rajouter, parce que lorsqu'on dérive x, ça nous fait 1. Et on va bien tomber sur factoriel 3. Hein. Et pareil pour le terme qu'on va avoir juste après. Bah oui, parce que là, qu'est-ce qu'on avait? On avait en fait e fois x puissance 4. Ah, c'est ça ce qu'on a après le d fois x puissance 3. Mais si jamais on dérive ce truc-là, bah, le x puissance 4 à la première dérivation va nous recracher un 4, on redérive, ça va nous recracher un 3, on redérive, ça va nous recracher encore un 2, c'est le x carré qui nous recrache un 2. Et donc là, finalement, on va se retrouver avec e fois 4 fois 3 fois 2. Et une fois qu'on aura dérivé encore ce truc-là, encore une fois, on aura bien en constante e fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire e fois factoriel 4. C'est ça la logique qui apparaît, c'est une logique de factoriel. Là, à l'étape d'après, lorsqu'on aura dérivé le x, on aura bien e fois factoriel 4. Et si jamais ensuite on évalue toute l'égalité en 0, on aura exponentielle de 0 qui est égal à e fois factoriel 4, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Après, on aura f qui sera égal à exponentielle de 0 divisé par factoriel 5, etc., etc., etc. Et donc finalement, on comprend que le e qui est ici, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être 1 sur factoriel 4. Voilà, et puis là, en fait, on avait 1 sixième, mais 1 sixième, on peut très bien le réécrire comme 1 sur factoriel 3, puisque 6, c'est bien factoriel 3, hein, c'est 1 fois 2 fois 3. Et ensuite, après le x puissance 4, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur factoriel 5 fois x puissance 5, etc., etc. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Et bien ce truc-là, la fonction exponentielle, en fait, c'est ce polynôme qu'on a ici condensé avec un symbole somme, mais qui a une infinité de monômes. Parce que là, nécessairement, on ne va pas s'arrêter à x puissance 4 ou x puissance 5, on va continuer encore et encore et encore. Alors là, on est du côté de Maclaurin, pas du côté de Taylor, parce qu'après, on va bien évidemment prendre un stop, on n'ira pas jusqu'à plus l'infini dans le cours, mais réalisez à quel point c'est fort ce truc-là, parce que ça veut dire que la fonction exponentielle, c'est égal à tout ce polynôme.
on a réussi. De la même façon avec la fonction sinus, qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien suivant la même logique, on va imposer à la fonction sinus d'être égale à un polynôme avec une infinité de termes, et puis on va évaluer en 0. Comme ça, on sait que sinus de 0, ça fait a, puisque tout ça, ça vire. Or, sinus de 0, ça fait 0. Hein. Donc a est égal à 0. On reprend ça en dérive. Voilà, là, il faut bien se souvenir que la dérivée de sinus, c'est cos. Maintenant, on évalue tout en 0. Tout ça, ça va disparaître. Et donc, cosinus de 0 est égal à b. Or, cosinus de 0, ça fait 1, il faut le savoir. Voilà, maintenant, on reprend l'égalité qui est ici. On redérive. On tombe là-dessus. On évalue en 0. Sinus de 0, ça fait 0. Tout ce qui est après le 2c, ça s'en va. Donc voilà, or sinus de 0 est égal à 0. Donc c est égal à 0 aussi. Voilà, ensuite, on va redériver ce truc-là, réévaluer en 0. Le moins sinus va devenir un moins cos. Et on va trouver que d est égal à moins 1 sur 3 fois 2, c'est-à-dire moins 1 sur factoriel 3, etc., etc. Et donc finalement, à quoi est-ce qu'on arrive? Eh bien, on trouve que la fonction sinus, en fait, est égale à tout ce polynôme avec une infinité de termes. Alors on voit qu'en fait, on a une alternance entre des plus et des moins. À quoi est-ce que c'est dû ce truc-là? En fait, quand on dérive la fonction sinus, ça vous fait du cos, ensuite ça vous fait du moins sin, puis du moins cos, etc. Et donc on a du moins et du plus qui alternent nécessairement. Et on n'a que des puissances impaires ici. Au passage, c'est pour ça que la fonction sinus, elle est impaire. Parce que là, si vous l'écrivez sous la forme d'un polynôme, vous n'avez que des polynômes impairs à l'intérieur. Et je vais vous montrer à quel point c'est extraordinaire ce résultat et comment ça fonctionne graphiquement. C'est vraiment un truc hallucinant, quoi. Alors ici, en vert, on a dessiné la fonction sinus. Et puis on a dit que si la fonction sinus était effectivement un polynôme avec une infinité de monômes, eh ben on pouvait l'écrire comme ça. Sinus de x, c'est x, moins x puissance 3 sur factoriel 3, etc., etc. Ok, ça on l'a déjà déterminé précédemment. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi représenter la fonction polynomiale qui est ici, mais monôme par monôme. C'est-à-dire que d'abord on va ajouter le x, puis le moins x puissance 3 sur factoriel 3, etc. C'est-à-dire que d'abord on part de ça, ensuite on ajoute ça, ensuite on ajoute ça, etc., etc. Alors c'est parti. D'abord, on va ajouter le f de x égale x, parce que d'abord, on a sinus x égale x. Voilà. Donc là, on a bien f de x égale x. Donc là, on a juste ce truc-là. On a juste cette partie-là. Alors, comme on le voit, pour l'instant, il n'y a pas du tout égalité entre la fonction sinus en vert et la fonction en orange, qui est f de x égale x. Mais alors, c'est parti, on va rajouter. Donc là, on va rajouter les puissances 3. Hop là, on obtient ça. Donc là, on voit que ici, ça commence à être plutôt pas mal. Mais bon, il n'y a pas du tout égalité pour l'instant. On va continuer de rajouter. On rajoute les x puissance 5. Voilà. Ah bah c'est bien, ça augmente. Les x puissance 7, 9, parce qu'on se souvient, c'est toutes les puissances impaires, etc. On rajoute tous les monômes. Et puis finalement, bah, on voit que, eh bah oui, ça se rejoint parfaitement. Et en fait, sur plus l'infini, on voit que les deux fonctions coïncident parfaitement. La fonction sinus, qui était en vert, là, eh ben, c'est exactement la même que la fonction en orange qui est juste ici, qui est une fonction polynomiale. C'est ça qui est complètement fou. C'est que là, on a dessiné un polynôme qui est exactement égal à la fonction sinus, mais bien évidemment avec une infinité de termes.